Bonsoir Laure d'Autriche. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Europe 1, mélomane, violoniste et vous êtes l'auteur de ce livre, ces musiciens qui ont fait l'histoire. C'est aux éditions Taillandier. Place à la musique avec vous aujourd'hui pour fêter ce 21 juin, puisque dans ce livre, on passe de Mozart à Lully, on passe aussi par Strauss ou Beethoven. Pas besoin d'ailleurs d'être spécialiste de musique classique pour être captivé par votre récit qui fourmille d'anecdotes. On va le voir. Vous nous révélez, Laure d'Autriche, comment l'histoire a façonné les partitions des compositeurs les plus célèbres. Et vous dites, ce livre, c'est un témoignage sonore du passé. Oui, parce que finalement, à travers des partitions, des symphonies, des opéras, on se replonge dans une époque. On se replonge dans la Révolution française, dans le règne de Louis XIV, dans la froideur d'une dictature ou d'une guerre. Et c'est en cela que ces œuvres sont finalement des témoignages d'une époque. Vous avez enquêté et alors pour cela, bien sûr, vous avez lu des sommes de livres, mais aussi décortiqué et dépioté des partitions. Alors, je crois que vous êtes fan de solfège depuis que vous êtes toute petite. Oui, c'est vrai. C'est suffisamment rare peut-être pour le dire. Comment est-ce qu'on repère les morceaux d'histoire au beau milieu des notes? Alors, dans un opéra, c'est, j'allais dire, un peu plus facile puisqu'on a les paroles, finalement, qui peuvent aider parfois à comprendre. Et puis sinon, eh bien, on décortique mesure après mesure une symphonie. On essaie de voir s'il y a des instruments qui sont utilisés, qui n'étaient pas utilisés avant, par exemple. Qu'est-ce qui va attirer votre regard? Alors, l'orchestration, c'est-à-dire la façon dont l'orchestre est mis en avant. Quel instrument le compositeur a choisi de mettre en avant, par exemple. Aussi, la construction d'une œuvre. On a des œuvres dans lesquelles on a 5 mouvements d'une symphonie, alors qu'habituellement, on en a 4 ou 3. Et ça, c'est un signal qui peut être relié à une histoire. Oui, en tout cas, il y a des signaux qui montrent une forme de nouveauté. Et puis, effectivement, des instruments nouveaux qu'on va intégrer dans des œuvres et qui traduisent aussi un moment d'histoire complètement. Alors, en vous lisant, bon, c'est vrai, on révise notre histoire, parfois même on la découvre. En tout cas, moi, ça a été le cas avec cette histoire incroyable. On est en 1791, Mozart compose la flûte enchantée et il truffe son œuvre de signes francs-maçons. Je vous propose d'abord qu'on écoute un extrait. La flûte enchantée, premier opéra franc-maçonnique. Exactement, parce que Mozart a rejoint la franc-maçonnerie 7 ans avant sa mort et il intègre, j'allais dire, des signaux francs-maçons dans cet opéra. Lesquels? Le chiffre 3, par exemple, fameux dans le milieu de la franc-maçonnerie, qui apparaît à plusieurs reprises. 3 dames dans l'opéra, 3 accords qui ouvrent l'opéra La Flûte enchantée, par exemple. Les personnages aussi, Pamina, Tamino, qui suivent un parcours initiatique, qui doivent passer des épreuves, comme on peut aussi les passer dans la franc-maçonnerie. Voilà finalement tous les signaux qu'on trouve dans cet opéra. Incroyable. Alors il y a ceux qui racontent l'histoire et puis il y a ceux aussi qui la façonnent dans ces génies de la musique dont vous nous parlez. Et je pense notamment à Lully, grand courtisan du roi. Et il n'a que 5 ans de différence avec Louis XIV. Vous allez nous le raconter. Mais d'abord, pour tous ceux qui ne remettent pas exactement sa musique, voilà, petit rappel, Lully, c'est ça. Alors on entend la marche pour la cérémonie des Turcs. Lully, c'est celui qui va créer tout l'univers musical du roi Soleil. Exactement. Lully met en scène la monarchie absolue complètement. Il va s'adapter au roi. Il réussit à séduire le roi très très vite et il va le suivre pendant plus de 30 ans. Et c'est vrai que dans sa musique, il va traduire le Louis XIV guerrier, le Louis XIV prestigieux qui veut rayonner en France et en Europe. Lully, c'est vraiment la musique de Louis XIV. Et d'ailleurs, sa musique plaît tellement que dans les cours européennes, on va aussi vouloir entendre à l'époque la musique de Lully. Donc Louis XIV réussit parfaitement à être le maître de l'Europe à travers la musique de Lully. Voilà, alors là, on voit qu'il y a ceux qui se rapprochent du pouvoir comme Lully, puis il y a ceux qui s'y opposent grâce à leur musique. Et vous citez ce compositeur russe, Shostakovich, c'est le maître en quelque sorte des dissonances. Et sa musique, c'est aussi une façon
pour lui de résister à Staline. Hein. On est au moment de la guerre. Oui, on est pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est vrai que Staline, fait subir énormément d'humiliations à Shostakovich. Il considère que la musique de Shostakovich est chaotique, confuse, qu'elle ne correspond pas à la ligne du parti finalement. Et il va lui faire subir beaucoup de souffrances pendant une vingtaine d'années, mais dans ses symphonies, Shostakovich va traduire sa résistance. Comment fait-il ? Il traduit par exemple le chaos des combats dans la façon dont il utilise les instruments. On va voir apparaître dans sa 7e symphonie une marche militaire, par exemple, quand on écoute délicatement cette symphonie. Il utilise aussi beaucoup les cuivres, les trompettes, les trombones, pour montrer à quel point la période qu'il vit est difficile. Et finalement, c'est à travers sa musique qu'il conserve, j'allais dire, son indépendance et qu'il résiste à Staline. Alors, on parle des compositeurs célèbres, qui sont encore d'ailleurs très connus aujourd'hui, mais d'autres ont été complètement oubliés. Et vous rendez hommage à François-Joseph Gossec. Si son nom ne dit rien à personne, c'est pourtant à lui qu'on doit l'invention de ce qu'on pourrait appeler les concerts en plein air ou, je sais pas, nos festivals aujourd'hui. Absolument, parce que Gossec va être le compositeur qui met en musique les fêtes révolutionnaires. Pour les hommes de la Révolution, c'est par la musique que les âmes, qu'on allait gagner les âmes. Et donc, Gossec doit mettre en musique toutes les fêtes révolutionnaires en plein air. On n'est pas dans des salles de concert. Non, on est dans des espaces immenses et il va devoir d'ailleurs adapter son style. Comment écrire pour le plein air ? Alors comment ? Alors on utilise des instruments qu'on n'utilisait pas avant. Par exemple, il met dans l'orchestre le tam-tam, qui est un instrument qui jusqu'ici était tenu à l'écart de l'orchestre. Il va aussi bannir complètement les cordes, parce que les cordes ne sonnent pas en plein air. Donc on met l'accent sur les trompettes, sur les trombones. Et c'est ça qui crée une musique grandiose. Et toutes les œuvres de Gossec, en tout cas durant cette période, traduisent la Révolution française et ce que le public, ce que la foule entendait au moment de la Révolution française. Ça donne envie de le réécouter. Un dernier mot sur les compositeurs d'aujourd'hui quand même, puisque vous en présentez un compositeur contemporain, John Adams. Alors pour tous les néophytes comme moi, je précise que c'est l'un des compositeurs de musique classique les plus joués au monde aujourd'hui. Sa particularité, c'est que c'est un compositeur politique, c'est ça, il s'inspire de l'actualité. Oui, il s'inspire de l'actualité. Il a été chargé notamment de mettre en musique, enfin de créer une œuvre après les attaques du 11 septembre 2001. Un an après, il crée une œuvre, et une œuvre tout à fait symbolique et tout à fait poignante, puisqu'il va intégrer dans cette œuvre des messages que des gens avaient laissés sur Internet ou sur les murs de New York après les attaques, de messages de gens qui cherchaient des proches dans les décombres, dans les heures qui ont suivi, dans les jours qui ont suivi. Ce sont des messages chuchotés sur un tapis de cordes. Absolument, et c'est ça qui est tout à fait poignant, puisqu'il a pris finalement ce qui l'entourait, tous ces messages, pour créer son œuvre. Eh bien merci Laure d'Autriche. Je rappelle le titre de votre livre passionnant. Il y en a encore plein d'autres évidemment, de génies de la musique à découvrir, mais il faut le lire pour cela. Ces musiciens qui ont fait l'histoire, c'est aux éditions Taillandier. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé qui revient sur la crise sans précédent entre les États-Unis et l'Iran. À quoi joue Donald Trump ? Une sortie de crise est-elle possible ? C'est dans l'air, c'est tout de suite. Bonne émission et moi je vous dis à lundi.